Il y a des gens qui partent en voyage, et puis il y a ceux qui essayent de changer leur manière de vivre. Se réveiller au bord d'une plage avant tout le monde, boire un café face à l'océan avec une planche de surf posée contre le van, dormir au pied d'une falaise pour partir grimper au lever du soleil, ou simplement prendre la route en famille, sans itinéraire précis. Cette sensation de liberté, beaucoup en rêvent. Lui, il a décidé d'en faire une entreprise. Édouard Amouroux est le cofondateur de Black Sheep. En 2011, la van life en Europe n'existe presque pas. Avec son associé, il parie pourtant sur une intention simple. Les gens ne cherchent plus seulement des vacances. Ils cherchent du temps, de l'air, du mouvement et des expériences plus vraies. Alors ils construisent Black Sheep autour de cette idée. Rendre l'aventure accessible. Aujourd'hui, l'entreprise compte des dizaines d'agences et des centaines de vannes. Mais derrière cette réussite, il y a surtout une histoire d'entrepreneuriat, les risques du départ, les périodes de doute, les marchés qui évoluent. Dans cet épisode, on a parlé de liberté, de business, de fatigue entrepreneuriale, de croissance, de voyage et de ce que ça demande vraiment de construire une vie en dehors des modèles classiques. Alors n'hésite pas, écoute cet épisode, abonne-toi et partage-le, car certains seront ravis de pouvoir l'écouter aussi. Édouard, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Merci de t'être rendu disponible. Avec plaisir, mais merci de nous recevoir Yann. Avec plaisir. Comme je le disais en intro, moi j'adore Black Sheep, j'adore le van life. Comment toi t'en es arrivé là? Comment en fait ton parcours? Présente-toi succinctement ce que t'as fait avant et comment est venue l'idée? Succinctement. Succinctement. Il faut que j'aille vite. Non, t'as le temps. Prends 30 ans. Je plaisante. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Je pars de loin, mais c'est pour comprendre le cheminement. J'ai grandi dans un petit village dans le Perche, donc en Basse-Normandie. Et en fait, j'ai toujours aimé être dehors. Enfin, le fait d'être dehors, de profiter de la nature, ça a toujours été important chez moi. En faisant mes études, en continuant mes études, j'ai atterri à Grenoble, où j'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps en montagne. Et donc ça a vraiment renforcé mon envie d'extérieur. J'ai rencontré mon associé, on y reviendra après, mais j'ai rencontré mon associé quand on était étudiants ensemble à Grenoble. Tu faisais quoi comme études? On était à l'IAE Okay. de Grenoble, c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai donc fait mon maximum pour bosser en montagne. C'est comme ça que j'ai atterri aux Arcs. Je bossais pour une agence de voyage qui faisait partie de la SMA à l'époque, enfin en tout cas de la Société d'exploitation des remontées mécaniques. Ils avaient une agence de voyage à eux? Qui était interne à la boîte. Donc je faisais partie du groupe Compagnie des Alpes. Donc j'étais pas saisonnier. Je travaillais pour les remontées mécaniques, mais dans la commercialisation des remontées mécaniques, du séjour touristique si tu veux. Et dans mes études, j'ai toujours essayé de faire quelque chose de généraliste, tu vois, mais avec quand même l'envie de travailler dans le tourisme. De près ou de loin, en tout cas, il y avait une dimension de voyage qui a toujours été importante. Déjà dans le choix de mes études, en tout cas dans mon orientation. Et il y avait deux choses en fait. Tu avais ce côté voyage, cette envie de voyager, où dès que j'ai pu, en fait, dès que j'ai eu un petit peu d'argent, en fait, j'ai voyagé dès que ça a été possible. Donc d'abord en Europe et puis après plus loin et enfin ouais voilà, un peu de l'autre côté de la planète et tout. Donc c'était vraiment cool et important pour moi de faire ça. Et en parallèle, j'avais envie de travailler en montagne parce que passionné de la montagne, de sport outdoor depuis toujours. Et donc, je suis en train de penser à plein de choses là sur le sport outdoor parce que du coup, mon parcours originaire d'un petit village en Basse-Normandie, mais de parents toulonnais. Donc, du coup, tous les étés, on traversait la France pour passer l'été à Toulon. Ouais, je joue au rugby. Eh ben non, pas pour jouer au rugby. Non, c'était plutôt... mon père, c'était un gros fan de voile et de planche à voile, de voilier, de choses comme ça. De pêche sous-marine aussi, énormément. Donc voilà, du coup, tout cet univers-là m'a aussi beaucoup attiré. Mais j'ai atterri à Grenoble pour mes études. Donc c'est plutôt la montagne qui m'a drivé.
Et la montagne, l'alpi ou le ski, essentiellement le ski? Alors d'abord ça a été ouais, le snowboard vraiment au départ. Et puis en fait avec Sylvain, donc mon associé, on s'est inscrit au club alpin français là au CAF. Donc on était dans la section Grenoble-Loisan. Sur la section, c'était les guenilles. Et en gros, c'était que des snowboarders qui portaient leur snowboard avec des raquettes aux pieds pour monter en haut de la montagne et aller chercher de la poudreuse. Ça n'existait pas encore. Alors, on en a fabriqué après. On a sacrifié des snowboards avec mon associé après pour faire les premiers splits avec des kits qu'on avait commandés au Canada. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai arrêté le snowboard pour faire du ski de rando parce que je voulais pas monter avec des raquettes. Ouais, bah, c'est vrai que c'était painful. Hein. Franchement, c'était vraiment un peu la punition. Mais ça permettait de faire des gros champs de puff, donc ça nous a quand même bien motivés pendant longtemps. Et puis après le split, et là tu vois depuis quelques années je me suis quand même bien mis au ski de rando parce que j'avoue que c'est quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus light, même si maintenant les splits sont très bien. Après quand il y a grosse poudre, j'avoue que le snowboard c'est quand même mieux. Mais voilà, j'ai appris à tester les deux. Ouais, c'est ça. Donc pour revenir sur les arcs, après 5-6 ans aux arcs, je me retrouve à 26-27 ans, en fait, j'ai fait le tour de mon job, pas vraiment de job tout de suite pour moi sur le niveau au-dessus, ni dans la boîte, ni dans les autres stations, parce que déjà clairement un peu jeune, tu vois, et puis moi j'avais envie de changer, j'ai envie de faire un peu autre chose. Ma femme, qui était que ma copine à l'époque, mais était à Lyon. Sylvain, lui, il faisait le même boulot que moi à peu près, mais sur La Plagne, donc station voisine jumelle. Donc on arrivait de temps en temps à se retrouver à la pause déj pour aller skier, tu vois, faire 2-3 rotations de télésiège. Mais était dans le même schéma que moi avec sa femme qui était à Lyon. Arrive un hiver, on fait un peu le même constat tous les deux. Arrive un hiver avec moins de neige, on se dit bon, c'est bon, les allers-retours à Lyon, ce serait quand même bien de faire autre chose. Donc on décide d'étudier le projet de la location de van. L'été d'avant, moi j'achète un van avec ma femme, un vieux T3 qu'on retape tout l'été. Sylvain m'aide un peu. Cet été-là, Sylvain, lui, il va rejoindre sa copine qui était partie quelques mois en Australie. Donc il peut voir la van life qui est vraiment un business model à part entière là-bas en Australie. À ce moment-là, donc c'est un peu cliché, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et donc on arrive cet hiver. Alors attends, parce que tu vas vite. Du coup, tu as dit que tu n'allais pas aller vite, mais là, du coup, tu as passé pas mal d'étapes. J'ai passé beaucoup d'étapes. Okay. Si on revient en fait sur l'avant, c'est-à-dire qu'en fait, je vais schématiser, mais tu t'emmerdes dans ton boulot. Je m'emmerde un peu dans mon boulot. Et là, c'est là que tu te dis, en fait, je veux entreprendre, ou tu t'es dit, je vais d'abord chercher un autre boulot, ou tu t'es dit, non, en fait, moi, je sais que je veux entreprendre. C'était quoi le mindset à ce moment-là en fait Je postule dans une autre station. Ouais. Je suis pas pris parce que choix politique. Donc t'es pas un enfant du coin, t'es un enfant de la perche. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu dégoûté un peu de ça. Et en même temps, je me dis c'est pas plus mal parce que je m'enfonce encore un peu plus dans ma vallée. C'est encore plus loin pour ma copine et tout, donc c'est pas l'idéal non plus. Et puis là, je me dis, en fait, peut-être qu'il faut qu'on fasse autre chose, qu'il faut qu'on se lance. Moi, j'ai eu la chance dans ma dernière année où j'étais aux Arcs, c'est qu'on m'a confié un projet d'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai eu la chance qu'on me confie ça et ça m'a permis quand même déjà de voir un peu toutes les facettes, tu vois, de l'entrepreneuriat, de découvrir à ce moment-là. Et puis, du coup, ça me paraît pas irréalisable, ça me fait envie. Et en fait, tu vois, pour faire un parallèle que je fais souvent entre le boulot et la montagne, tu vois, c'est un peu comme te dire je ferais bien ce sommet parce qu'il est beau, il me fait envie, ça a l'air chouette. Je vais pas me mettre trop de barrières pour faire les choses, tu vois. Je vais me dire, ok, en fait, c'est faisable. Il y en a plein qui l'ont fait avant moi. On y va, on fonce, on va étudier quand même le truc. Je pars pas, tu vois, tête baissée. Mais par contre, quand je me fixe un objectif, j'aime qu'il soit réalisé. Et je vais tout faire pour que ce soit réalisé. Et c'est important pour moi, j'avance vachement d'objectifs comme ça dans ma vie. Et donc là, moi, je me fixe cet objectif de monter ma boîte. Et ça devient un objectif plus parlant et plus motivant que tous les autres. Donc en fait, du coup, je mets tout en action pour
pour que ça se réalise, quoi, tu vois. Du coup, jamais tu t'es dit, je vais aller faire une carrière classique. Je vais aller postuler dans un grand groupe. Tu avais fait un IAE, un bac Non, +5, alors donc t'as des tu vois, opportunités. avec les expériences professionnelles que j'avais pu avoir, que ce soit pendant mes études, sur des stages, des trucs comme ça et tout, je savais que je voulais pas bosser dans une grosse boîte. Enfin, pas une trop grosse boîte. Tu vois, ce que j'appréciais aux Arcs, c'est que tu as beau être dans un grand groupe, mais en fait, dans les bureaux, tu es une petite équipe, tu vois, de permanents. Donc au final t'avais quand même t'étais pas trop écrasé par le côté grosse boîte, grosse machine, tu vois, que j'avais pu connaître dans des entreprises à Paris, et du coup j'avais pas du tout envie d'aller bosser là-dedans. La grosse boîte me faisait pas envie. Et j'avais envie de monter ma boîte, mais par contre j'avais pas envie de tu vois, par exemple, mon père était kiné, il bossait seul, j'avais pas envie de bosser seul. Moi, c'est pas un truc que je voulais faire. Déjà, je savais que je voulais pas être seul, donc c'est pour ça que aussi j'ai choisi de m'associer avec Sylvain pour démarrer, d'être à deux en tout cas. Et puis j'avais pas envie que ce soit une petite boîte, j'avais tout de suite envie que ça Une belle boîte. que ça se développe, tu vois. Donc Et tu savais que ça allait être dans l'outdoor? C'est ce qui t'intéressait? ouais, c'est ce qui m'intéressait. Ouais, Ok. je voulais vraiment que ce soit, ça a toujours été hyper important pour moi, je voulais vraiment que ce soit dans l'outdoor parce que c'est un milieu que j'adore en fait, et je voulais être en connexion avec ce milieu, quoi. D'accord. Et c'est pour ça que on a toujours vu le van plus comme un moyen, tu vois, d'accéder à l'outdoor, plus que comme le véhicule en lui-même en tant que voiture, quoi, tu vois. C'est plutôt le côté refuge, quoi. Et donc, du coup, 2010-2011, création de l'entreprise. Ouais. Ton associé part en Australie. Il fait la vraie expérience de la Vine Life. Parce qu'en 2011, c'est vrai que c'était pas trop en France. Ouais. Quelques beatniks C'est qui ça. voulaient faire ça, mais il n'y en avait pas des masses. Et il y avait quoi à l'époque? Des T9? Et bah ouais, à l'époque c'était ce qu'il y avait en van, c'était des T5. Il y avait beaucoup de camping-cars, mais c'est vrai que l'image du camping-car, ça faisait quand même pas rêver. Puis mamie. Ouais, ça faisait vraiment pas rêver. Il y avait que Volkswagen et Mercedes qui proposaient des véhicules. C'était un marché quand même qui était... Alors, il y avait quelques acteurs. Nous, quand on a démarré, on a fait le tour de tous les acteurs, tu vois. On est vraiment allé les rencontrer. C'était toutes des boîtes qui avaient démarré dans l'année qui précédait, tu vois. C'était vraiment... il n'y avait pas d'acteurs historiques dans la location de van à proprement parler. Les distributeurs de véhicules de loisirs, eux, ils ont toujours proposé de la location, mais c'était plus comme un service pour les futurs acheteurs, tu vois, de tester un véhicule. Donc, ils ont jamais professionnalisé cette activité, cette branche-là, jamais développé. Ils ne sont jamais structurés pour réellement, avec tous les services dont peuvent avoir besoin les clients, tu vois, ils ne l'ont jamais fait à proprement parler. Donc là, du coup... moi, je fais le constat aussi que quand je raconte les premières vacances qu'on fait avec ma femme, avec le van, les vacances et les week-ends, tu vois, sur juste un an d'expérience, quand on parle avec les potes, on se rend compte que en fait, ça fait vachement envie aux gens. On se rend compte aussi à ce moment-là, on faisait déjà pas mal de trips avec mon associé où on partait dans la voiture, on dormait dans la bagnole et on se réveillait tôt pour aller faire un coup de ski de rando ou en fin de saison, on aimait bien partir direction Mont-Blanc et puis un peu plus loin dans la Suisse sur les stations qui étaient encore ouvertes suffisamment hautes, tu vois, pour prendre les dernières chutes de neige de la saison. Et donc, et puis ces trips-là, pareil, moi j'étais parti avec ma femme avec un matelas dans le coffre, Sylvain aussi l'avait fait, donc en fait, assez naturellement, on avait pris l'habitude, tu vois, de voyager comme ça un peu en se débrouillant. Mais on se rendait compte qu'en gros, la vraie option, le Graal, tu vois, c'était le Californien. Véhicule emblématique. Déjà tout est équipé à l'époque? Ouais, qui est déjà tout équipé, qui sort d'usine. À l'époque, c'était déjà ça, depuis déjà une bonne vingtaine d'années, si c'est pas plus. Ouais, même plus que ça, ouais, depuis les années 70 presque, tu vois. Donc ça faisait déjà longtemps. Mais c'était un véhicule qui était hors de prix. Et même d'occasion, c'était intouchable, quoi. Donc, et c'est toujours hors de prix, c'est encore plus cher. Maintenant, c'est pire. Et du coup, on se dit, mais en fait, il faut que les gens ils puissent profiter de ça. Tu vois, ces vacances itinérantes que nous, on a découvert dans notre Twingo, dans notre Saxo, ou tu vois... et ben en fait, il faut que tout le monde puisse le faire. Donc, en fait, le meilleur moyen, c'est de le proposer à la location. Et justement, quand tu présentes ça à ton banquier, il comprend? Ah voilà, ça, c'est rigolo. Lui, c'est Parce un que adepte nous, de ça. on quitte notre job et puis on n'a pas d'argent, clairement.
mais on se dit que rien n'est impossible. Donc, on a 5 000 balles chacun qu'on met en capital de la boîte. Donc, on commence avec un gros capital de 10 000 euros. Sachant qu'un véhicule, ça valait déjà 40 000 euros, 45 000 euros à l'époque, tu vois. Donc, tu n'as même pas de quoi acheter 4 roues, à peu près. Et donc là, forcément, quand on va voir le banquier pour lui dire on veut acheter des véhicules, il se dit c'est une super idée, c'est génial les gars, ça a l'air top, votre business plan, vous avez bien bossé et tout. Par contre, le financement, ça va être un sujet. Donc là, on se rend compte qu'on va de toute façon pas pouvoir acheter de véhicules. Assez rapidement, on se laisse pas abattre quand même, on trouve une solution, on explore plusieurs options et la meilleure solution en tout cas qu'on trouve c'est de louer le véhicule, de louer des véhicules et de les sous-louer en fait ensuite, tu vois, de louer en gros, tu achètes la saison et puis après tu vends à la découpe. Du coup, tu louais à Volkswagen via un Credit Buy ou un LLD? Trop cher. Engagement trop important. Okay. Impossible pour nous, c'était pas possible de prendre des engagements comme ça. T'allais chez un loueur et tu dis je vous le prends pendant 3 mois. Non, ça aussi, trop cher. Donc là, on est allé voir une boîte qui existe encore qui s'appelle Coolbus, qui est à Bourg-Saint-Maurice et qui fait du transfert aéroport-station. Et donc, Rob, hyper cool à l'époque, snowboarder, VTTiste, un peu comme nous, tu vois, mais anglais, mais sinon, ça n'enlève rien à sa sympathie. Nous fait confiance et du coup, il nous sous-loue. Lui, il a besoin de beaucoup de véhicules l'hiver et l'été, quasiment pas, parce qu'il y a beaucoup moins d'activités en montagne l'été, tu vois. Donc, il a beaucoup de véhicules qui dorment sur son parking et c'est parce qu'on les voit dormir sur le parking qu'on le rencontre et qu'on discute avec lui. Et il nous met à disposition les véhicules en nous les louant, tu vois, au kilomètre parcouru. Donc, pour nous, nickel, tu vois, on capte le kilométrage qu'on propose à nos clients. Comme ça, on sait où on va en termes de prix pour une journée vendue. Et puis, on fait nos locations comme ça. Sauf qu'en fait, c'est des minibus. Ah ouais, non, c'est ce que j'allais dire. C'est des minibus. Ouais. Donc, avec notre gros capital de 10 000 euros, on lève un petit peu de dette à l'époque et on fait fabriquer des aménagements intérieurs sur mesure pour les 4 premiers véhicules. Enfin, initialement 3, et puis on en rajoute un 4e au cours de la première saison. Et donc, c'est des aménagements en bois qu'on fait faire, qui sont sommaires, parce qu'évidemment, on retire les sièges et on met l'aménagement amovible dedans. Mais il faut que quand on le retire, on rende le véhicule nickel à son propriétaire. Donc, on ne peut rien toucher, on ne peut pas tirer de fil électrique, on peut pas... voilà, donc il faut tout faire en autonomie. Donc là, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans les bateaux, notamment. Donc tout ça en quelques semaines, parce que évidemment on quitte le job en mars et puis il faut être prêt pour la saison qui arrive, quoi, tu vois. Donc le moment où tu te déconnectes de la Compagnie des Alpes et le moment où tes premiers clients ils arrivent l'été, ça passe très très vite. Donc on fait faire ces aménagements par une école de menuiserie. Parce que pareil, on va voir un premier menuisier qui nous annonce des prix exorbitants, donc pas possible. Donc on va voir une école de menuiserie qui prend le challenge à Lyon et donc on fait faire nos premiers aménagements. En parallèle de ça, on fait un site internet, on commercialise nos premiers séjours. Donc le site internet, vous aviez des connaissances qu'avec 10 000 balles, faire un site internet à l'époque, c'était compliqué. J'étais resté bien copain avec le gars qui s'occupait du site internet des Arcs et des réseaux sociaux et tout ça. Et donc du coup, il m'a filé pas mal de tips pour que j'apprenne à me servir de WordPress. Il nous a un peu aidé dans les premiers branchements au début. Et puis après, à force de passer des nuits dessus, j'ai appris par moi-même. Et puis on a réussi à faire les 2-3 premières versions du site internet. C'est tout moi qui avait géré à l'époque. Et donc ça nous permet d'enregistrer nos premières réservations en fait. Et ça va vite ? Ça va assez vite, puisqu'on a les premiers départs en juin et le client, il avait dû réserver en mai, tu vois. Donc ça s'est fait quand même relativement vite. Et moi, je me souviens du premier client qui réserve, de la première réservation qui passe. Je crois que c'est un bug, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a un mec qui nous donne de l'argent. Et c'est un mec qu'on ne connaît pas. Et genre, on le connaît pas du tout. C'est même pas un pote de pote éloigné, quoi. C'est un parfait inconnu qui nous fait confiance et qui, sans nous appeler, sans rien, réserve comme un grand sur le site internet. Et nous donne de l'argent. Et paye, quoi. C'était fou. Et alors moi, ça me paraît évident maintenant, mais c'est vrai qu'il faut remettre ça 15 ans en arrière. C'est ça. Non, mais maintenant, tu vois... Mais justement, comment vous avez fait connaître ?
Le Bon Coin, c'était quand même un gros vecteur Ouais. donc en fait, on draguait, tu vois, les premiers clients sur le Bon Coin. Et puis après, ils arrivaient sur le site internet. Ils voyaient que c'était une entreprise, qu'il y avait une vraie structure derrière. On avait fait des photos des véhicules. On avait fait quand même un peu tout ce qu'il fallait pour pouvoir donner de la contenance, quoi, tu vois, à la marque. Et après, donc là, la première saison, ça se développe. Pourquoi ça marche? Les gens, ils commencent à rêver de van life, de machin, de... Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en a autant envie? Alors franchement, en 2011, il y avait beaucoup d'éducation parce Ouais. que les gens, déjà, quand tu disais je fais de la location de van, ils pensaient tout de suite au van, au vent pour les chevaux. Ah oui. Donc effectivement, c'était complètement inconnu pour les gens. Donc on se dit, dans un premier temps, il faut qu'on soit connu du public corps, tu vois. Donc des gens qui pratiquent des activités outdoor, c'est ceux qui potentiellement ont déjà dormi dans leur bagnole, comme nous. Donc les mecs qui font de Donc ils l'escalade, vont avoir besoin, voilà, c'est ça. Les mecs qui font du surf, donc ils vont avoir besoin, tu vois, d'avoir un véhicule pour pouvoir pratiquer leurs activités outdoor. Et en fait, ces premiers clients, on essaie de se rapprocher des marques au maximum, mais évidemment avec une grosse flotte de 4 véhicules, 8 la deuxième année, c'est sûr que c'est pas assez sexy en termes de volume déjà pour aller pour avoir une surface de visibilité qui soit suffisamment importante, tu vois, pour les clients, et puis en plus pour draguer des partenaires de sport outdoor, quoi. Enfin, tu vois. Donc quand tu dis draguer les partenaires, t'es allé voir qui? T'es allé voir les marques de on montagne, est allé voir, de... voilà, on est allé voir Quicksilver, on est allé voir Patagonia, on est allé voir un peu toutes les marques qui nous faisaient rêver, tu vois, à l'époque, et puis essayer de leur proposer de faire un deal que eux proposent à leurs clients, nos services, parce que c'était du plus. Nous, on leur proposait de sticker les véhicules avec leur marque, tu vois, pour personnaliser un peu. On voulait faire un van dédié au surf, un van dédié au VTT, un van dédié à l'escalade. Bon, après, on s'est rendu compte que dans ces différentes activités outdoor, il y avait pas forcément... La clientèle n'avait pas forcément... en tout cas, la clientèle corps n'avait pas forcément, tu vois, les moyens ou l'envie de cette typologie de véhicule. Donc, encore une fois, il y a eu quand même beaucoup d'éducation à faire. Et c'est vrai que le premier recrutement, je pense qu'il y avait un besoin, parce qu'en fait, les gens nous trouvaient beaucoup à travers le Bon Coin au départ. Après, on s'est fait connaître parce que assez rapidement, on a positionné la marque comme une marque pour les activités outdoor. Donc, il y a pas mal de gens, tu vois, qui se sont dit, en fait... je veux pratiquer cette activité ou je suis pratiquant de cette activité, je veux le faire en mobilité, en fait, c'est chez Black Sheep qu'il faut que j'aille. Mais avant qu'on en arrive là, tu vois, il s'était déjà passé 6-7 ans, quoi. Et nous, entre-temps, on avait besoin de développer la flotte et... Parce qu'au départ, les 4 camions, les 4 vannes étaient au même endroit où tu Les 4 vannes étaient au même endroit, étaient à Lyon. Ouais, donc tout les à 4 fait. partaient de Lyon, en fait. Les 4 partaient de Lyon. S'il te fait partir à... ils font des bornes, c'est contraignant. Ouais. Donc voilà, donc assez rapidement, en plus, toujours dans cette optique de vouloir tu vois, développer une entreprise d'une taille certaine, on se dit il nous faut plus d'agences. Sauf que plus d'agences, ça veut dire plus de véhicules et donc plus d'investissement. Donc d'où le besoin de diluer le risque qu'il y a à l'investissement pour faire grossir le parc. Du coup, on s'oriente vers la franchise. Enfin, c'est une licence de marque, mais tu vois, en gros, constituer un réseau avec des partenaires qui sont des sociétés tierces qui utilisent la marque Black Sheep. Sauf que tu peux pas te réveiller un matin et te dire je vais me développer en réseau. Tu vois, faut quand même prouver que ce que tu as monté à Lyon, ça fonctionne aussi dans une autre ville. Donc, on se dit, il nous faut à minima un deuxième point de départ. On se dit que Bordeaux, ça fait un peu l'écho de Lyon. Lyon, t'es quand même une grosse ville sur un axe de passage important avec aéroport, TGV, et t'es à 2 heures de la montagne. Bordeaux, finalement, t'as un peu la même chose. T'es pas très loin de Paris avec le TGV, t'as un aéroport, t'es à l'océan quasiment. Donc en fait, ça fait du sens avec un autre public et tout. Donc en fait, assez rapidement, on ouvre une deuxième agence à Bordeaux avec un partenaire sur place, mais qui n'est pas un licencié de marque, qui est un loueur de véhicules.
type minibus notamment, et il faisait beaucoup de tourbus lui, tu sais, pour les musiciens, tu vois. Et du coup, on lui dit, je te laisse des véhicules en exploitation, je t'envoie les clients, toi, tu n'as rien à faire, sinon nettoyer le véhicule et faire le check-in, check-out avec les clients. Et puis, du coup, tu touches une commission pour gérer ça. Donc ça nous permet de mettre un deuxième point sur la carte, ça nous donne de la crédibilité. Et toujours avec votre pote qui vous louait ses camions l'été. Ouais, pour grossir le parc. Donc là, la deuxième année, on a commencé à acheter des véhicules, puisqu'on a gagné petit à petit la confiance de la banque. Et donc, on a acheté des véhicules et loué des véhicules en plus à Rob, qui nous a permis de faire grossir le parc d'année en année. Et puis après arrive le premier franchisé. Et puis en fait, après, les franchisés sont rentrés au fil de l'eau, ce qui nous a permis de faire grossir le réseau. Donc franchisé, vous êtes tapé le DIP, vous êtes tapé tous ces machins-là, une grosse structure. Tout l'administratif qu'on a fait. Concession de marque. C'est une licence de marque, effectivement. Okay. Je n'utilise pas les bons mots, mais c'est vrai que c'est plus facile à comprendre pour les gens quand tu dis franchise que quand tu dis licence de marque. C'est moins lisible, mais en soi, si tu veux, nous, on va traiter, on va gérer le site internet qui va centraliser une grande majorité des réservations. Et après, les licenciés de marque, eux, ils vont exploiter la marque en local avec le process, tu vois, qu'on leur présente et qu'on met en place, si tu veux, avec eux. Mais ils achètent leur propre véhicule. Et en fait, nous, ce dont on avait besoin pour faire grandir la marque, c'était faire grossir le parc. Et donc eux portent le financement des véhicules. Et du coup, l'apport de vous, il y a une centrale d'achat où vous négociez les tarifs en gros. Ouais, c'est ça, pour l'achat des véhicules, puisque c'est le point stratégique, surtout à l'époque, et pour les assurances. D'accord. Puisque c'était une grosse barrière à l'entrée aussi. Trouver un assureur qui assure de la flotte sur cette catégorie de véhicules, c'est pas évident. Il y a déjà pas beaucoup d'assureurs qui le font. Et du coup, vous avez une flotte centrale qui prend tous les véhicules ou chaque société société bénéficie de nos contrats cadres. Ok. Voilà, pour l'achat de leurs propres véhicules. Et quand il y a un accident sur une des flottes, ça n'impacte pas les autres? Non, ça, on a bien négocié avec l'assureur. Ok. Ouais. Parce que ça, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, ils bénéficient quand même de notre contrat d'assurance, des conditions de notre contrat d'assurance, mais par contre, le contrat d'assurance n'est pas uniformisé pour tout le monde. Ça évite effectivement de pénaliser. Et vous gagnez de l'argent comment, en fait? Vous avez un système de droit d'entrée plus des royalties? C'est ça, droit d'entrée plus royalties. Donc maintenant, on n'a plus de droit d'entrée, c'est plutôt un abonnement, parce que c'est vrai que ça faisait un gros montant à sortir au départ. Et c'est vrai que moi, je préfère que les gens y mettent l'argent dans l'achat des véhicules plutôt que dans les droits d'entrée. Donc maintenant, c'est plutôt sous forme d'abonnement, mais c'est aussi parce que maintenant, on est propriétaire de notre outil informatique. Ouais. Donc, tu vois, on peut se permettre de proposer un système comme ça. Et après, des royalties sur les ventes. Où vous vendez, vous, les véhicules à vos... Si, on propose de... Alors, tu veux dire sur les véhicules neufs non, là, ça voudrait dire ce serait intéressant de le faire, mais il faudrait porter davantage de dettes. Et sur un véhicule en moyenne à 50 000 euros, ça va très très vite. Les montants sont assez astronomiques. Et puis avec la contrainte toujours qui est de revendre le véhicule. La revente des véhicules, donc si tu veux qu'on aille un petit peu sur le business model du loueur. Ce que je propose, c'est qu'on en discute après. Ouais, pas de problème. On va remonter plus haut sur le moment où vous créez. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la van life. Comment en 2011, parce que je réfléchis ce que je faisais en 2011. Alors moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique parce que moi, je faisais de la planche à voile et du surf. Donc du coup, moi, j'étais parti en vacances au Portugal en louant justement un camion qu'on avait aménagé pour les vacances. Ok, oui, parce qu'il n'y avait pas de loueur à l'époque. Il n'y avait pas de loueur et on avait loué un Vito, je me souviens, avec un pote et on était parti. On avait avec un matelas dedans, un réchaud. Exactement, et une douche. Et à l'époque, j'avais des cheveux longs et j'ai découvert que l'eau de mer ne lavait pas les cheveux. Il ne fallait pas mettre les cheveux avec du savon dans l'eau de mer. Mais bon, et les gens, en fait, comment ils en sont venus? Parce que du coup, vous avez tapé essentiellement les gens qui faisaient du sport outdoor au départ, c'était vraiment votre clientèle. Parce que c'était, tu vois, comme toi, tu faisais de la planche à voile, tu disais, tu avais un besoin en fait. Donc c'est là où c'était le plus simple de trouver tes clients. En fait, tu étais à peu près sûr qu'ils avaient le besoin parce que leur pratique de sport nécessitait d'utiliser cette typologie de véhicule. Et donc, en fait, tu leur proposais le véhicule. Si tu étais bon en prix, ça matchait, quoi. Mais du coup, vous avez fait de la pub dans les magazines, Surfrider, Planche Mag. Ouais, on a fait ça, tout à fait. Ouais. Et les gens, en fait,
Maintenant, avec l'évolution, qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils viennent chez Black Sheep? Ils cherchent en fait des vacances ou ils cherchent plutôt un échappatoire, un week-end Alors en fait, effectivement, sur les premières locations, après on avait assez peu de véhicules, donc ça allait très vite à remplir. On s'est vraiment focalisé sur les gens qui faisaient des sports outdoor. La réalité, c'est que les gens qui ont le budget pour ce type de vacances, parce que tu vois, au mois d'août, tu es quand même vite à 1500, 1600 euros la semaine. Tu n'as encore pas mis d'essence. Après, de toute façon, où que tu ailles en vacances, tu vas avoir besoin de mettre de l'essence et de prendre l'autoroute ou l'avion. Enfin, voilà. Donc, bon, ça fait quand même une partie intégrante du déplacement. Et tu as une partie de l'hébergement dans le prix. Mais pour autant, tu as des gens qui vont quand même vouloir aller au camping. Et donc, voilà, ça représente quand même un budget, tu vois, pour des vacances. C'est pas comme quand tu pars en vacances chez tes parents, quoi. Enfin, tu vois, qui est la première destination des Français. Les vacances dans les destinations familiales. Ouais. Surtout quand la famille est dans le Perche. Surtout quand la famille est dans le Pas-de-Calais pour la mienne. Ouais. Et donc, les gens, si tu veux, qui ont le budget pour pratiquer ce type de vacances, c'est plutôt des gens qui ont plutôt une famille, qui ont plutôt des enfants, éventuellement en bas âge. Donc, lui va vouloir, on va faire des personas, tu vois, voilà, des personas stéréotypés. Lui va vouloir faire un surf trip, mais du coup, il est en famille. Donc, il voit la marque Black Sheep parce qu'il en a entendu parler sur un forum de surf ou il nous a vu sur un salon ou sur un événement outdoor où on était présent avec nos oriflammes et voilà. Donc, il va se dire, ok, mais ça, c'est vraiment le véhicule qu'il me faut pour les vacances. Donc, on va partir en vacances avec ça. Si sa compagne, sa moitié est d'accord, du coup, ils partent sur un véhicule comme ça. La réalité, c'est qu'ils vont pas faire un surf trip. Ils vont partir en van, en famille, avec un ou deux enfants, et ils vont faire peut-être qu'ils feront une ou deux randos, peut-être qu'il ira surfer une fois, mais la réalité, c'est que c'est pas des bandes de potes qui partent surfer, le gros de nos clients, tu vois. Le gros de nos clients, c'est sur des périodes de vacances scolaires, c'est des familles et qui partent découvrir une région. Par contre, nous, on a choisi ce positionnement outdoor parce que c'est celui qui nous ressemblait. Mais tu vois, c'est un peu comme Red Bull, quoi. D'un côté, tu as le positionnement de la marque où c'est des gens qui font des sports extrêmes, et la réalité, c'est des jeunes qui consomment ça en boîte de nuit pour se coucher le plus tard possible. Exactement. Tu vois, donc voilà, c'est un peu, c'est pas aussi extrême, mais c'est un peu ça l'idée. Tu as le côté, c'est cool, je roule dans un van Black Sheep et l'image est sympa et je suis un fan d'activité outdoor et je m'affiche en tant que tel. Mais la réalité, c'est que un trip en van avec mes potes, j'en ferai peut-être un jour, mais là, je suis en vacances en famille, quoi. Et du coup, j'aime faire les châteaux de la Loire. C'est ça, exactement. non, mais c'est vraiment ça la réalité. Ouais. Après, ce qui est top, en fait, c'est que c'est trop cool. Tu fais ce que tu veux, tu pars comme tu veux. Et pour autant, on a quand même aussi des bandes de potes qui partent ensemble, tu vois, mais c'est en dehors des vacances scolaires. Ouais. Plutôt sur des séjours de 3-4 jours, alors que les familles, tu vois, on en a qui partent 2-3 semaines avec une destination de visiter une région, soit visiter tu vois, la Norvège, ou alors, comme tu dis, les châteaux de la Loire, ça c'est plutôt une escapade sur 4-5 jours, ou alors on va faire l'Andalousie, vu qu'il y a un peu de route, on va partir sur 10 jours, enfin voilà, tu vois, c'est un peu ces schémas-là. Ouais. Ok. Ce que je peux te dire un peu sur le pourquoi. Et est-ce que tu as vu des choses c'est quand même luxueux, les trucs que vous avez par rapport à ce qu'on a avant. Les gens, est-ce qu'ils ont de plus en plus d'exigences par rapport aux commodités à l'intérieur, ou alors Ouais, alors effectivement, tu vois, nos premiers véhicules, c'était du homemade. Nos premières années, c'était vraiment ça. La réalité du métier, c'est que du coup, tu as des pannes. Donc, petit à petit, on avait rajouté un peu d'électrification, tu vois, avec des batteries auxiliaires, des choses comme ça. La réalité, c'est que tu as des fusibles qui pètent. Donc, beaucoup d'entretien entre les locations. Évidemment, ça tombe toujours quand tu as deux locations qui sont très rapprochées, un départ-retour. Tu peux être sûr que tu vas avoir une panne. Évidemment, le client, il n'a pas jugé bon de te prévenir de sa panne pendant son séjour parce que, en fait, il s'est accommodé et puis c'est arrivé le dernier jour et puis voilà. Donc, tu le découvres quand tu fais le check-out. Ouais. Voilà.
Tu as 2 heures pour préparer le véhicule. Voilà. Donc, tous ces éléments-là qui nous ont vraiment compliqué la tâche et nous ont fait passer des toutes petites nuits, surtout au début, ça nous a permis d'apprendre. Et du coup, on s'est dit, au-delà de la panne qui peut arriver pendant le séjour, qui est hyper désagréable pour le client, parce que, tu vois, contrairement à un bungalow qui est au camping, tu as une panne, ton micro-ondes il marche plus dans le bungalow, tu appelles la réception, ils te remplacent le micro-ondes, ils viennent te changer le fusible, te changer le disjoncteur, le machin, mais voilà, tu as quelqu'un sur place et c'est hyper facile. Nous, nos clients, ils sont potentiellement de l'autre côté de l'Europe. Donc s'ils ont une panne potentiellement anodine où il y a 3 fois rien à faire, soit le mec est un peu bricoleur et on peut l'aider à solutionner le problème, soit c'est un problème un peu plus emmerdant et il faut aller au garage et là, il faut trouver un prestat. Et là, ça devient hyper compliqué. Ouais. Donc, il faut limiter à tout prix ces interventions-là. Pour les limiter, du coup, il faut une flotte plutôt de véhicules avec usinés de série, on va dire, qui a un réseau de distribution de préférence européen. Donc, c'est pour ça qu'assez rapidement, on s'est orienté vers des véhicules type California, type des Mercedes, des Ford, et puis aussi d'autres constructeurs spécialisés, tu vois, type camping-cariste, mais qui ont des réseaux de distribution en France et en Europe, pour pouvoir s'assurer un SAV auprès de nos clients en cas de panne. Parce que le problème du fait maison, c'est que quand tu vas dans un garage, le garage va te dire en fait, moi, je ne sais pas comment est l'installation électrique, je ne mets pas les mains dedans. Potentiellement, le temps qu'ils comprennent, il va se passer 3 jours. Enfin, voilà, donc c'est pas aidant. Donc, véhicule récent pour limiter le nombre de pannes. On fait une rotation de parc de plus en plus importante, régulière en tout cas, pour éviter d'avoir des pannes moteurs et des choses comme ça. Et en fait, on se retrouve assez rapidement pris, tu vois, dans cet engrenage de acheter et revendre les véhicules tous les ans. Tous les ans, on se retrouve à vendre plus de la moitié de notre parc. Et ça assez rapidement. Donc au début, c'était vraiment quelque chose qu'on avait pas occulté, mais dont on s'était peu soucié parce que déjà il y avait énormément de demandes à la revente, tu vois. Donc les gens nous contactaient d'eux-mêmes, ou alors les gens de la location nous disaient au fait, est-ce que vous vendez le véhicule ? Comme on avait un petit parc, en fait, tu vois, ça se revendait bien, donc c'était pas trop un sujet. Et puis le parc grossissant, et nous d'année en année, en fait, on revendait des véhicules, mais on en rachetait, tu vois, on revendait 50 véhicules et on en rachetait 100. Tu vois, donc forcément, tu es sur des volumes. Puis l'année d'après, tu en revends 100 et puis il faut en racheter 200. Enfin, tu vois, et tu avais une demande qui se limitait uniquement au nombre de véhicules disponibles. Donc là, en fait, tu te dis, en fait, c'est la course à l'échalote, quoi. Enfin, tu vois, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu aies un parc le plus gros possible. Sauf que nous, on voulait pas. On voulait rester maître à bord, donc on voulait pas ouvrir le capital. Donc en fait, assez rapidement, tu te retrouves avec une contrainte financière de levée de dette, tu vois. D'où la volonté de développer encore plus le réseau de franchise pour licence de marque, pour mettre un maximum de points sur la carte pour offrir à nos clients, tu vois, des points de départ le plus en proximité possible. Et puis des destinations aussi différentes, tu vois, pouvoir proposer, tiens, tu veux visiter le nord de l'Europe, on a une agence en Belgique, tu veux visiter le sud, l'Espagne, on a une agence à Biarritz, enfin, tu vois, pour le nord espagnol par exemple. Donc voilà, l'idée c'était de mailler comme ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la revente des véhicules était vraiment une part importante du métier. Parce qu'en fait, en grossissant le parc, tu te rends compte qu'il faut garder ta rotation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait grossir le parc comme ça, on l'a fait de manière exponentielle année après année, drivé par la demande des clients. Donc en fait, quand tu es sur un marché où ton seul frein, c'est d'avoir plus de véhicules pour pouvoir prendre des parts de marché et puis surtout pour répondre à la demande des clients, tu as des demandes de franchise qui pleuvent. En fait, tu te dis, il faut... Enfin, tu vois, t'es pris dans l'engrenage et en fait, tu te dis, faut foncer, quoi. Faut vraiment y aller. Et en fait, ça a été vraiment crescendo avec les années, pardon. À savoir, je fais un petit aparté, mais c'est pour expliquer pourquoi je pense que la croissance aurait pu être plus rectiligne. Mais en fait, à partir de la 2e année de Black Sheep, on s'est retrouvé l'hiver avec pas d'activité, puisqu'on est bien sur une activité saisonnière, donc rien à faire l'hiver.
Et on se dit, tiens, super idée, on va lancer une autre boîte. Et donc là, la montagne commence à nous manquer. Donc on décide de monter un village igloo à La Plagne. Et là, ça tombe bien. Il y a Joël, qui est moniteur de ski, qui revend son activité d'igloo. En fait, lui, il fabriquait des igloos un peu à la main. Donc c'était plutôt des trous à neige et il faisait pique-niquer les gens dedans le soir, balade en raquette et pique-nique dedans, et puis de temps en temps il y a un couple qui dormait et lui il décide d'arrêter, donc on va le rencontrer parce que pour voir comment ça marche. Voilà. Et puis du coup lui il nous dit non mais moi je passe la journée sur les skis, le soir je suis dans la neige dans les igloos, j'en n'en peux plus, donc voilà, c'est bon, allez-y. Donc on reprend l'activité comme ça, sauf qu'on en fait un hôtel de glace, donc on reçoit 1500 clients par hiver par village. Je dis par village parce qu'après on a ouvert un deuxième village à Champs-Rousse, donc on avait ces 2 villages igloos. Et donc avec là c'était cool, on passait l'hiver en montagne. On s'est rendu compte qu'il y avait des clients aussi. Tu me demandais d'où venaient les clients, mais il y avait pas mal de clients qui faisaient le parallèle, tu vois, entre les igloos et les vannes. Parce que ça avait le même nom. Ça avait le même nom, c'était Black Sheep Igloo. Même site ou Non, c'était un autre site internet, quand même, mais c'était toujours dans cette idée de faire vivre une expérience outdoor aux gens, tu vois, faire sortir les gens, les mettre à l'extérieur, pousser la zone de confort, voilà, et vraiment aller découvrir des choses. C'était la même philosophie. Cette activité, elle n'a pas survécu au Covid. Tu vois, comme un hôtel et un restaurant, on a eu une fermeture au moment du Covid sur le premier hiver. Le deuxième hiver, l'exploitation était quasiment impossible. Le troisième hiver, il y avait des restrictions importantes pour les hôtels, mais on sentait que c'était quand même faisable. Après, on sortait quand même de 8 ans d'igloo avec énormément de complexité à l'exploitation liée au climat. Vraiment, c'était de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué de faire l'igloo. Ouais, de faire de l'igloo, c'est ça. À cause de l'enneigement, des tempêtes, maintenir l'exploitation en sécurité, tu vois, pour les clients, monter en pleine tempête, c'est pas idéal. Maintenir l'accès pour les secours, pareil, les soirs de tempête où tu es isolé, enfin voilà. Donc, parce que ces champs très d'igloo, contraignant. ils avaient combien d'igloo ? Et on pouvait accueillir 30 personnes à dormir. On pouvait accueillir 50 personnes à dîner et 80 debout, tu vois, en mode buffet. Donc, c'était un grand igloo Non, en fait, ouais, c'était plusieurs igloos qui étaient interconnectés avec des tunnels. Donc, tu avais les igloos restaurants. C'était vraiment des gros igloos. On utilisait une grosse structure gonflable sur laquelle on venait projeter de la neige à l'aide des fraises. Donc, on avait des fraises autoportées, sinon on se faisait aider aider. On travaillait avec les dameurs et donc on fabriquait nos structures comme ça. Après, on avait un tunnel et des chambres en fait qui pouvaient de différentes capacités. Tu vois. Et là, Champs-Rousse, c'était où ? Champs-Rousse, c'était à la Croix de Champs-Rousse et après on est descendu. Ouais, et après donc à la Croix de Champs-Rousse, c'était intéressant avec la météo. Voilà, c'est pas pour rien qu'il y avait une station météo là-haut, c'est qu'il y a des conditions extrêmes. On a fait plusieurs sites à Champs-Rousse. Ils ont été sympas. On a pu faire un peu le tour de la station. C'est pas mal déplacé avec les contraintes d'enneigement, du coup de nécessité de neige de culture, mais qui était priorisée pour le domaine skiable. Si tu veux, l'exploitation était quand même très compliquée. On avait eu du mal à former nos chefs de village, tu vois, à les maintenir d'une saison sur l'autre. Et là, en fait, on se retrouve avec cet hiver un peu charnière, avec un responsable de village qui nous dit non, mais moi, je suis parti dans complètement autre chose. Là, pour moi, c'est mort. Et l'autre qui nous dit moi, je veux bien, mais par contre, il faudrait qu'on reparle de la rémunération. Là, on se dit non, mais. Et à côté de ça, on avait les vannes qui étaient partis sur Mars, même moment. Donc là, tu te dis bon, on va se concentrer. On va se concentrer sur les igloos. Et puis, voilà. Sur les vannes, pardon. On va se concentrer sur les vannes. Et puis, on a décidé, du coup, d'arrêter cette activité d'igloo. Et les vannes, justement, contrairement aux igloos, est-ce que le Covid, ça les a aidés ? Ouais, le Covid, ça les a aidés, puisque forcément, on est sorti. Alors, nous, on a toujours été en croissance. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu mais le Covid a beaucoup favorisé les vannes. Alors, c'est vrai que ça a été. Avant le Covid, on était quand même encore sur une typologie de vacances avec beaucoup d'éducation, quelque chose d'assez confidentiel, on va dire. Même si on avait déjà un parc assez important. Avant Covid, on avait déjà 120 ou 150 véhicules, tu vois. Donc, on avait déjà un parc. On avait
pas autant de licenciés de marque, mais on avait déjà un réseau quand même qui était en place, une croissance à 2 chiffres tous les ans, donc tu vois, c'était déjà bien installé. Et après le Covid, effectivement, on a été mis sous le feu des projecteurs. C'était assez confortable en fait pour les clients parce que ça leur permettrait d'être en cocon, isolés, autonomes, en pleine nature. Donc, tu vois, ça répondait parfaitement aux besoins des gens à ce moment-là, quoi. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été un accélérateur. Ouais, plus qu'une contrainte. On a eu des contraintes avec les 100 km, des choses comme ça, mais voilà, de toute façon, les gens avaient besoin d'être dehors. Donc, ouais, puis 100 km autour de Lyon, t'as quand même t'as quand même de quoi faire. Des belles trucs à faire. Ouais, carrément. Et si on continue, si on reparle en fait de l'entrepreneuriat pour toi, ce que tu m'expliques, c'est que tu aimais bien l'aventure, ce truc-là. Comment tu as réussi à garder en fait cet esprit aventure alors que tu as une boîte qui a explosé avec des franchisés et ayant été franchisé pendant un moment, je sais les difficultés que ça peut avoir. Comment tu as réussi à garder cette vision justement? Ben, moi, j'ai pas arrêté de faire du van. Ouais. Je continue à en faire tout le temps, tu vois. Et pratiquer les activités outdoor aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté. J'ai toujours eu envie tu vois, de partager des activités outdoor, être dehors avec des copains, des gens qui sont pas forcément habitués ou qui maîtrisent pas bien. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, j'ai organisé plusieurs trips avec des copains, des parents de l'école, tu vois, Mais justement, pour les mettre dehors. Et l'idée, dans l'entreprise en elle-même, tu veux dire ou, dans l'entreprise, justement, comment tu gardes dans mon temps personnel? Non, dans l'entreprise, comment tu gardes en fait cet esprit? L'objectif, si tu veux, c'est le même, c'est de pousser les gens à aller dehors. Tu vois, les inciter, leur proposer des itinéraires, leur proposer de découvrir en fait, découvrir le van, découvrir l'extérieur. Nous, on a eu plein de gens qui, après le Covid, partaient en van sans jamais avoir campé de leur vie. Et ça, tu vois, pour nous, c'était vraiment l'objectif. Et tes franchisés, justement, comment tu vas leur faire partager cet esprit, en fait, cette passion, cet esprit Black Sheep parce que tu disais, j'ai loué un loueur de voitures. Moi, il y a des fois des loueurs de voitures qui en louent souvent, j'ai juste envie de les exploser parce que c'est des cons. Alors, justement, avec le van, tu as quand même beaucoup de passionnés de van, tu vois, qui apprécient cette typologie de vacances pour la liberté qu'elle donne. C'est assez confortable en termes de vacances parce que tu n'as rien à organiser. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu as réservé ton van, tu réserves ton van au mois de mai pour les vacances du mois d'août. Après, tu n'as plus rien à faire. Potentiellement, tu peux attendre la veille du départ pour te décider, OK, on va où? Donc, la réalité, c'est pas ça, c'est que les gens ils anticipent un peu, mais tu vois, et tu peux changer au dernier moment en fonction de la météo, tu peux changer tes plans. Donc ça rend déjà le truc, tu vois, hyper confortable. Et puis, tu as ce côté de proximité avec la nature et du coup, tu as un gros public de gens qui sont aficionados de ça et qui nous contactent pour devenir licenciés, tu vois. Et donc, c'est pas un critère de sélection pour nous. Mais on sait que les gens qui nous contactent, ils ont toujours eu une histoire avec le van. Soit ils sont partis en vacances en van, ils ont adoré. Soit ils faisaient du camping-car avec leurs parents quand ils étaient plus jeunes. Soit ils ont toujours campé. Soit c'est des gros fans d'activités outdoor et ils nous ont connus par les athlètes qui nous accompagnent. Tu vois, donc c'est pas le franchisé d'une marque de location de voiture X ou Y qui dit tiens, je vais rajouter un complément et je vais prendre la franchise de ça. Ça peut, la réalité c'est que ça peut, mais ça va être quelqu'un qui a un attachement avec à minima avec les activités outdoor. D'accord. Même s'il a jamais dormi dans un véhicule de loisirs, ça va de toute façon être pour lui, il va juger que c'est un bon moyen de pratiquer sa passion. Et parce qu'aujourd'hui, vous avez combien d'affiliés? Donc là, aujourd'hui, on a une quinzaine de licenciés qui sont répartis majoritairement sur le territoire français. Ouais. Et tu n'as jamais eu peur justement que ces gens-là, en fait, ils te perdent l'ADN de Black Sheep? Comment tu contrôles en fait que cet ADN Très compliqué, mais en soi, le service qu'on propose, si tu veux, c'est pas moi qui fais la conception du Californien. Donc en fait, le produit, si tu veux, quelque part, se suffit à lui-même. Une fois que nous, on a donné l'idée, donné l'inspiration aux clients de ces vacances-là, on a fait
95% du boulot. Tu vois, à la fin, c'est le client qui va décider d'où il part et ce qu'il va faire avec le véhicule. Et nous, on n'est plus vraiment maître de ça. Tu vois, après, c'est... Donc, en fait, nous, notre boulot, c'est toucher le bon client pour qu'il soit sur une dynamique qui soit en phase idéalement avec les valeurs de Black Sheep. Après, il y en a simplement qui vont utiliser le véhicule parce que ils sont arrivés un peu par hasard, tu sais pas pourquoi, ils te réservent le véhicule et puis ils te le louent une semaine et au final ils dorment une nuit dedans et toutes les autres nuits à l'hôtel. Mais si tu veux, la majorité des clients qui débarquent, c'est quand même des gens qui veulent qui ont un but de reconnexion avec la nature ou d'activité outdoor, tu vois, de près ou de loin, quoi. Et justement, maintenant, vous avez un peu changé votre façon de communiquer, où tu disais qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui viennent en famille. Est-ce que vous avez de la com où c'est les activités de nature, tout ça, et de la com sur regardez, vous allez faire des vacances avec vos enfants Ouais, alors il y a eu effectivement beaucoup. Alors, tu as raison, au début, on était vraiment axé à 300% sur louer un van pour aller faire du surf, louer un van pour tu vois, aller faire de l'escalade. Et c'est vrai que le message maintenant, il est un peu plus grand public. Il est plutôt reconnecte-toi avec la nature, profite du moment pour passer du temps en famille. Mais en fait, c'est aussi parce que quand on a monté la marque, on n'avait pas d'enfants. Et en fait, nos vacances, c'était des vacances avec des potes, tu vois. Donc, la réalité, c'était ça. En fait, tu reproduis ton usage perso dans ton produit, quoi, dans ton boulot. Là, maintenant, moi, j'ai 3 enfants. Sylvain, il a 3 enfants aussi. On continue à partir en vacances en van. Moi, je pars 3 semaines dans mon van, dans mon California. Donc, tu vois, c'est un petit véhicule. C'est pas forcément ce que je recommande à mes clients parce qu'il faut quand même être un peu habitué pour faire ce type de vacances dans un si petit véhicule. Mais on a des véhicules beaucoup plus gros et avec beaucoup plus de confort, la douche, les toilettes, où il n'y a aucun souci pour partir à 5. Je le dis parce que c'est quand même il y a quand même des véhicules qui sont très confortables. Mais le véhicule que j'utilise moi au quotidien, c'est pas le plus confortable pour des vacances en famille. Mais c'est toujours quelque chose qu'on continue à faire. Et je sais plus du tout où je voulais en venir avec ça, mais je pense que j'ai répondu à la question. Non, si, je pense que tu as répondu. Et justement, en fait, c'est bien parce que ça permet en fait de passer sur une autre partie que je voulais en parler. C'est que là, en fait, en gros, tu vends du rêve, des vacances de rêve, des temps de rêve, des trucs de rêve. Mais là, on va revenir justement maintenant au boulot. Business. Ouais. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de nos auditeurs qui sont intéressés par ça. La Vine Life, c'est cool, c'est Instagrammable. Oui. Effectivement, il suffit qu'on regarde vos réseaux sociaux, ça fait rêver. Économiquement, c'est comment ça marche, c'est dur, c'est quoi le business model en fait? C'est que les séjours qu'ils font, c'est la revente des véhicules, parce qu'en plus, tu viens de confirmer que vous en vendez vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Comment ça marche? Et avec les difficultés, en plus, aujourd'hui, le prix du pétrole. Ouais. Alors, on consomme peu, donc. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, il y a des difficultés sur le marché en ce moment. Mais en fait, il faut remonter un petit peu à quelques années pour comprendre d'où viennent ces difficultés. Ce qui s'est passé après le Covid, on en a parlé, tu sais, c'est que la demande explose. Donc le besoin d'équipement explose, que ce soit pour la location, mais aussi pour l'achat. Donc tout le monde veut un véhicule de loisir. Nous, on a sur la revente des véhicules, on se fait harceler. Donc on passe vraiment du tout au tout. On passe de on maîtrise la croissance, on maîtrise la revente de nos véhicules à en quelques années, il faut énormément de véhicules à l'exploitation. On multiplie les agences aussi en propre, nous, avec nos salariés. Donc on se retrouve avec une grosse contrainte de frais logistiques qu'on n'avait pas forcément anticipé non plus. Donc on se retrouve à devoir réorganiser l'entreprise très rapidement. Et ça a été vraiment un exercice compliqué parce que, je m'en cache pas, on a eu du mal à gérer la croissance à ce moment-là. Et ça a été compliqué pour nos équipes, ça a été compliqué, tu vois, pour nous parce qu'on tirait tous les fronts. On a la chance que c'est une activité saisonnière, donc quand la saison s'arrêtait, tu pouvais te réorganiser, te structurer pour l'année d'après. Revoir ce qui avait marché, pas marché, donc c'est bien, ça te laisse quand même un peu de temps, ça c'est assez confortable, mais c'est vrai que tu as quand même un on-off qui est vraiment important. Là on est en plein dedans avec les ponts de mai, la reprise, c'est quand même assez compliqué pour les équipes. Donc pour revenir sur le marché, la demande qui explose,
les distributeurs qui ont du mal enfin les constructeurs qui ont du mal à fournir la demande. Par-dessus, on a une crise des matières premières. Donc du coup, vraiment grosse difficulté à fournir. Les prix s'envolent. Nos conditions d'achat diminue parce que évidemment le distributeur, le constructeur, il peut vendre moins d'unités, donc s'il veut maintenir sa marge, il faut qu'il vende mieux avec plus de marge. Donc c'est pas intéressant de vendre au loueur parce qu'il vend bradé, donc il préfère vendre en direct, surtout qu'il a énormément de demandes en direct. Donc malgré les commandes passées, on a des suppressions de commandes de plus de la moitié des unités, hein. Donc là c'est branle-bas de combat parce que toi tu as loué à des clients mais t'as pas, du coup on t'informe que tu n'as pas les véhicules et ça on te le dit évidemment 15 jours avant. Voilà. Donc tu achètes des véhicules où tu en trouves. Non, que du neuf toujours pour des raisons d'exploitation et financières. Faut quand même essayer de bien acheter le véhicule, tu vois. Nous, il y a un mantra qu'on dit tout le temps et que je répète sans arrêt aux candidats, c'est à la franchise, c'est bien acheter, bien louer, bien vendre. C'est vraiment le triptyque du métier. Donc, il faut quand même que tu trouves un moyen de bien acheter tes véhicules, enfin, en tout cas, au meilleur prix, dans un marché qui est hyper compliqué. Suite à ça, crise de l'énergie, guerre en Ukraine, la croissance qui s'arrête du jour au lendemain et les commandes de véhicules neufs qui s'arrêtent assez rapidement. Sauf qu'entre-temps, les usines, elles ont produit des véhicules de loisirs à gogo, tiré par les particuliers qui veulent s'équiper et tiré par les loueurs aussi qui demandent des équipements. Donc quand je dis les loueurs, il n'y a pas que Black Sheep, il y a d'autres loueurs en France et il y a surtout des très gros loueurs en Allemagne qui ont, tu vois, nous à l'époque on avait un parc de 500-600 véhicules, eux c'est plutôt des parcs à 5-6 000 quoi. Wow. Tu vois, donc un zéro de plus avec des bases pas qu'en Allemagne, aussi sur les autres pays limitrophes. Et donc forcément, les constructeurs, ils produisent à mort, la demande s'arrête, sauf que les véhicules sont produits, ils sont sur parc et ils ne se vendent plus. Donc, ils baissent les prix. Les distributeurs baissent les prix parce qu'ils ont besoin de faire sortir les véhicules qu'ils ont sur les parcs parce que ça leur coûte de l'argent et tout. Les constructeurs aident les distributeurs à revendre les véhicules. Sauf que nous, en fait, on se retrouve avec des véhicules. Donc, quand je dis nous, c'est les loueurs en général. On se retrouve avec des véhicules qu'on a achetés au plus haut de la vague, avec des conditions d'achat qui ne sont pas terribles, mais on n'avait pas le choix. Il fallait renouveler notre parc et puis il fallait répondre à la demande de nos clients. Et donc, des véhicules d'occasion qui sont plus chers que des véhicules neufs. C'est vraiment ça qu'on a connu il y a 1 an et demi, 2 ans. Là, tu as un gros problème économique. Donc pour se sortir de ce problème économique et du risque que ça se renouvelle, parce que là évidemment maintenant on a des super conditions d'achat, tu vois, si on a les licenciés qui démarrent là cette année, tu vois, comme Toulouse ou Châlons, typiquement ils bénéficient de conditions d'achat super bonnes parce que là ils veulent que les véhicules se vendent, ils veulent ils veulent débarquer. Sauf que la réalité, c'est que potentiellement, une crise comme ça, il y en a déjà eu une en 2008 pour ce que nous disent les distributeurs. Ils ont déjà connu ça, pas aussi violente, mais c'était déjà très présent. Ça pourrait se renouveler. Donc là, nous, on se dit, le business model, de toute façon, il ne peut plus tenir comme ça. Tu vois. Et puis, si tu veux grossir, être contraint en permanence avec les banques, de lever de la dette, contraint en permanence de revendre les véhicules, faire des rotations de parc aussi importantes que ce qu'on a fait, ça demandait quand même énormément d'énergie aussi aux équipes, tu vois, parce que tu revends les véhicules, donc en fait on fait ce qu'on appelle une préparation à la vente. Donc là en gros tu reprends ton véhicule, tu répares tout ce qui est dedans. Entre 2 locations, tu peux garder un bas de caisse qui est enfoncé parce que ça n'empêche pas l'usage du véhicule et c'est peu significatif. Donc, le client, il va préférer partir avec un bas de caisse enfoncé que de ne pas partir en vacances dans tous les cas. Et puis, de toute façon, tu n'as pas de carrossier qui travaille la nuit. Donc, potentiellement, tu n'as pas le choix. Par contre, pour la revente, tu es obligé de remettre le véhicule à neuf. Donc, forcément, c'est plus de boulot. Donc, ça va être plus de boulot pour les prestats. Mais il y a aussi l'aménagement intérieur qui peut avoir souffert. Et là, c'est de la petite bricole, mais qui prend beaucoup de temps. Et donc, ça, c'est nos équipes qui le réalisent. Donc, en gros, charge de travail énorme
énorme pour les sorties de parc. Et les entrées de parc aussi, c'est pareil. Tu reçois des véhicules neufs. Il faut repasser sur le véhicule, l'équiper avec tu vois, les ustensiles de cuisine, tout ce qu'on peut mettre dans le véhicule. Et, également, le sticker le véhicule. Tu vois. C'est tout bête, mais ça demande un peu de logistique, surtout quand tu as des agences qui sont éclatées un peu partout en Europe. Le dispatch des véhicules, c'est envoyé le financement. directement dans l'agence ou ça arrive chez vous, c'est fait les travaux et c'est envoyé après? Alors, le gros passe par Lyon et après, c'est envoyé dans nos agences pour celles qu'on gère, nous, avec nos salariés. Ouais. Les licenciés, eux, reçoivent leurs véhicules et les traitent directement. Mais donc, si tu veux, tout ça, toute cette mécanique-là qu'on avait en place par le passé, avec le volume, c'est très contraignant et très lourd pour les équipes. Et puis en plus, c'est complètement à l'opposé avec nos valeurs de protection de l'environnement, de la nature, qui sont, tu vois, protéger notre terrain de jeu, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et du coup, s'acharner à faire tourner les usines tous les ans pour produire des nouveaux véhicules et vite les revendre, c'est vrai qu'on s'est quand même toujours dit, c'est une aberration. Tu vois, alors on avait... Le modèle économique fonctionnait bien parce que tu avais énormément de demandes à la revente et tu gagnais aussi de l'argent sur ton achat et ta revente. Mais la réalité, c'est que c'était une aberration. Donc, c'est pour ça que là, on bifurque sur ce qu'on appelle de la gestion locative, c'est-à-dire proposer à des propriétaires de véhicules de loisirs, lorsqu'ils ne se servent pas du véhicule, de le laisser dans une agence Black Sheep et que nous, on l'exploite, donc on le loue à nos clients. Et on se partage le chiffre d'affaires avec le propriétaire du véhicule. Donc là, c'est plus des trucs qui sont logotés Black Sheep. Alors, ils sont logotés, mais c'est effectivement plus léger que les véhicules qu'on a en propre. Ça permet plusieurs choses. Déjà, pour le propriétaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il va rentabiliser son investissement. Un véhicule de loisir, en moyenne, c'est utilisé 27 jours par an. Donc un mois en gros, donc ça te laisse quand même 11 mois pour l'exploitation, même si c'est une activité saisonnière, la réalité c'est qu'il y a quand même d'autres mois que le mois d'août qui se louent et que tout le monde ne part pas au mois d'août parce que justement il y a beaucoup de monde en véhicule de loisirs au mois d'août. Et donc en plus potentiellement on va stocker le véhicule. Et gros avantage aussi pour le propriétaire, c'est que on va gérer les petits bobos. Son véhicule, il sera toujours prêt à partir. Nous, on peut pas faire partir en location un véhicule qui a une douche qui fonctionne pas ou une plaque de cuisson qui marche pas. La réalité, c'est que le propriétaire, lui, une fois qu'il est allé 3 fois au distributeur sur son temps perso pour solutionner son problème de pompe à eau, et que le véhicule, la pompe à eau, elle répète parce qu'en fait, le problème identifié n'est pas le bon, il lui finit par l'utiliser comme ça. Donc, il utilise son véhicule en mode dégradé. En fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les propriétaires. Et nous, en fait, déjà, on va lui épargner ça. Il faut savoir qu'un véhicule de loisir, dans l'année qui suit l'achat du véhicule de loisir, il retourne 4 fois en concession en moyenne. Donc en fait, après c'est normal, c'est des véhicules qui sont assez complexes, c'est un appartement roulant, tu vois. Donc il y a beaucoup de pannes électroniques, de problèmes de capteurs, de choses comme ça, que nous, avec le temps, on a appris à gérer en urgence pour nos clients. Donc l'erreur zéro n'arrive malheureusement, c'est toujours un peu imparfait. Mais voilà, en tout cas, les équipes travaillent d'arrache-pied pour que les véhicules soient le mieux possible tout le temps. Et du coup, là, vous avez plus de tous les 1 an, on fait des véhicules qui ont condamnant. Là, du coup, on augmente et les tarifs sont hyper variables en fonction du type de véhicule, j'imagine. Ouais, alors on a du coup, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a une catégorie de véhicules du coup qui est un peu plus importante. On a différentes tailles de véhicules. Tu vois, on n'était jamais allé sur du camping-car et maintenant on en a en parc parce que des propriétaires nous ont confié leur camping-car. Et on sait que les clients de la location, eux, ils sont demandeurs de différents types de véhicules. Tu pars entre potes, un van, c'est très bien pour l'usage qu'on a prévu. On part à 2, on va surfer. Je pars avec mon pote, on se fait un week-end. Je pars en van, ça va être nickel. Je pars en famille. Par contre, on va avoir besoin de douche, de toilettes. On va en Norvège. Il fera peut-être pas beau. On va prendre un fourgon. On a un grand espace de vie ou un camping-car. On a un grand espace de vie. Voilà, ce sera plus sympa, plus facile en tout cas pour la famille. Donc, tu vois, un même client peut avoir des besoins différents selon sa typologie de vacances. Et après, tu as aussi des clients. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure est-ce que l'exigence de confort a changé. Avec la typologie de client, effectivement, tu peux avoir... tu as des besoins de confort qui sont plus importants. Et si tu veux capter plus de clients, il faut que tu aies une gamme plus importante. Vous augmentez vraiment votre... Ouais, tout à fait.
Votre panel de clients. Donc nous, les avantages pour le propriétaire, je te les ai cités. Les avantages pour nous, c'est qu'on ne porte plus la dette et surtout on ne porte plus le risque lié à la revente du véhicule et à son prix de revente. Et en plus, on est beaucoup plus en phase avec nos valeurs de protection de la planète puisque on fait moins tourner les usines. Et du coup, l'objectif, c'est de transformer Black Sheep via un système de location comme il existe pour les appartements, ou c'est de continuer à avoir des véhicules en propre et d'avoir cette activité en plus? Ouais, c'est les deux. Après, si tu regardes le marché, moi je pense qu'il faut qu'on reste quand même acheteur d'une partie de notre flotte, ne serait-ce que pour pouvoir tu vois, faire des deals avec des marques ou avec des athlètes comme les athlètes qu'on accompagne là. C'est quand même beaucoup plus simple que d'expliquer à un propriétaire cette année tu vas pas gagner d'argent parce que je l'ai confié à François Daen ton véhicule. Il va dire non. Tu vois, c'est normal. Donc voilà, pour des cas comme ça, et puis aussi pour porter la marque facilement avec les couleurs et tout, et aussi parce que tu peux quand même avoir des opportunités sur de l'achat-revente de véhicules. Donc ça, il faut pouvoir les saisir et ça fait partie vraiment du business model. Ça, il faut conserver. Par contre, je suis convaincu que sur la gestion locative, si tu te dis je prends en France que des véhicules qui ont moins de 4 ans en gestion locative, en fait, ça va te faire à peu près une base de 100 000 véhicules. Si tu veux, tu as 25 000 véhicules de loisirs neufs qui sont vendus en France chaque année. Sur ces 100 000 véhicules, si on en capte ne serait-ce que 1 ou 2%, on a déjà un parc qui est énorme. Qui est énorme, tu vois. Et donc là, je ne te parle même pas au niveau européen, puisque en France, on n'est que le 2e pays consommateur de véhicules de loisirs. Enfin, puis ce qui est top, c'est que pour le propriétaire, comme tu disais, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu as un appart au ski et que tu vas le louer pour payer des charges, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas, si tu veux... Alors, on en a des profils purement investisseurs qui nous ont acheté même plusieurs véhicules qu'ils ont mis directement en gestion locative. Mais si tu veux, le gros qu'on cible avec ce business model, ce shift dans le business model qu'on met en place là, c'est vraiment le propriétaire qui ne se sert pas tout le temps de son véhicule, qui veut rentabiliser son investissement de façon à ce que ça lui coûte moins. Ça va lui payer une partie de son financement, une partie de ses vacances, potentiellement l'assurance puisqu'on la prend en charge nous, tu vois, qu'il économise. Donc voilà, c'est des curseurs comme ça. Ça reste un investissement plaisir où le propriétaire il va quand même pouvoir en profiter. C'est une super idée parce qu'il y a quelques temps, je me suis posé la question de m'acheter un van parce que j'aime bien le concept. Et j'avais regardé et je m'étais dit, parce qu'aujourd'hui c'est 70 000 € un van. Ouais, c'est ça. Et je m'étais dit, waouh, 70 000 €, je peux en faire des nuits d'hôtel et des nuits de refuge avant d'amortir. Enfin, moi j'ai un boulot qui me prend et je bosse les week-ends et je suis débordé, donc j'avais pas forcément le temps. Je me suis dit, mais non, en fait, économiquement, c'est une aberration. Tout à fait. Et en donc fait, il vaut mieux louer ou alors. Voilà. Et moi je m'étais dit, quand j'aurai besoin, je vais louer. Au final, chaque fois que j'ai voulu louer, il n'y avait pas de dispo. Parce que je suis du genre du mec à dire tiens, on est le 12, mercredi, là, allez, mercredi soir, je pars. Et ça marche pas. Parce qu'en fait, vous avez, comme tu le dis, vous avez peu de demandes. J'avais pas envie, en fait, de m'emmerder. Parce qu'il existe des sites où tu peux louer à des particuliers. J'avais pas envie. Je me suis dit, avec la galère, il va falloir que je m'assure de machin, de trucs. Et moi, je veux arriver, donner les clés, merci, au revoir. Et je voulais un truc simple. Mais tu vois, même pour un particulier qui loue son véhicule sur une plateforme de C2C, tu vois, et quand même, il va devoir, en plus de son temps de travail perso, tu vois, le propriétaire, le nettoyer, l'emmener au garage, faire la déclaration d'assurance s'il y a un sinistre, faire le devis avec le garage, gérer les petits bobos, attendre le client qui est en retard. Parce que c'est ça aussi la réalité, tu vois, au départ et au retour. Donc le vendredi soir, revenir au milieu de ses vacances pour faire un passage de clés et un nettoyage de véhicule. Ça, c'est quand même aussi une réalité. Potentiellement, tu es en vacances en Bretagne et tu as ton véhicule qui fait un aller-retour. Tu dois faire une passation de clés à Grenoble au milieu de tes 2 semaines de vacances. Tu es content. C'est une super idée, ça. Enfin, tu vois, c'est quand même contraignant. Et puis aussi, potentiellement, le locataire, il vient chez toi en plus, tu vois. Donc, ça veut dire que tu dois l'accueillir chez toi. Tu n'as pas forcément envie qu'il y ait un inconnu qui vienne chez toi pour faire un passage de clé de véhicule. Enfin, voilà, tu vois. Donc, tout ça, c'est quand même des contraintes qu'on a identifiées. Et puis, malgré tout, ton assurance qui coûte plus cher, le machin, le truc, j'imagine que c'est vous qui assurez les véhicules à ce moment-là. Tout à fait. Oui, de toute façon, c'est une assurance flotte. Donc, dans tous les cas, on est obligé sur une assurance professionnelle.
Et donc ça, c'est ce qui a fait évoluer. Avant, vous aviez l'activité igloo. Vous faites quoi l'hiver? J'imagine que vous ne dormez pas sur vos lauriers, parce que s'il faut gérer 500 véhicules, il y a non, du boulot, alors effectivement, ce qu'on faisait, maintenant, les premières années, on pouvait se le permettre d'avoir une autre activité l'hiver parce qu'on avait moins de véhicules à gérer, moins de contraintes, on pouvait être un peu plus off l'hiver. La réalité, là, c'est que l'intensité de travail, elle est moins importante l'hiver, on va pas se mentir. Pour autant, les clients commencent à réserver la période. Nous, on fonctionne de Pâques à Toussaint, si tu veux, le gros des réservations. Après, il y a quand même des agences qui tournent bien, tu vois. Les agences Rhône-Alpine, l'hiver, tournent quand même pas mal, sur les périodes de vacances scolaires notamment. Il y a quand même pas mal de gens qui font du ski, enfin, tu sais, qui partent en van. Voilà. Moi, j'habite ski safari, j'appelle. Moi, j'habite dans une station de ski et il y en a plein. Hein. Ouais, carrément. Il y en a de plus en plus parce que les véhicules chauffent bien, c'est bien équipé. Voilà. Exactement. Ouais. Et moi, je le fais tous les ans avec mes enfants aussi. Ouais. Donc c'est cool. Et donc, il y a quand même un petit peu moins d'activité l'hiver, mais surtout, ça nous laisse du temps pour skier avec mon associé. Ça, c'est bien. Faire du ski de rando, et ça, c'est quand même important pour l'équilibre, tu vois. En fait, j'adore, c'est que tu passes toujours en fait le sujet. C'est pas préparé, hein, mais là, c'est cool parce que je voulais qu'on puisse parler du rapport au temps et à la réussite, parce que du coup, moi, je travaille dans la santé. Quand tu discutes avec les médecins, ils te disent tous on gagne assez d'argent, maintenant on veut du temps. Ouais. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que tu viens de répondre. J'ai même pas besoin de te poser la question puisque tu viens d'y répondre, en fait. C'est que toi, en fait, plus d'argent versus plus de temps, a priori, tu vas me dire j'aime bien avoir du temps aussi. Ah oui, c'est clair. Parce que dans une vie d'entrepreneur, on est débordé et qu'aujourd'hui, avoir du temps, c'est quand même hyper intéressant. Moi, j'ai pas trop de. Moi, ça me dérange pas de me faire des grosses sessions de travail, tu vois, de me faire vraiment des périodes où je travaille beaucoup le soir, en semaine, le week-end, en plus de la journée. Par contre, il y a vraiment des périodes de l'année où je sais que j'ai un gros besoin de déconnexion et je vais, entre guillemets, sauf s'il y a une urgence ou tu vois un problème, mais je vais plutôt me concentrer sur faire des journées de travail la semaine. Mais voilà, une fois que je suis sorti du boulot, j'essaie de déconnecter le plus possible. Et pour être sûr de le faire, j'ai rien trouvé de mieux que de passer du temps en montagne. Et tu vois, on s'est imposé. On n'arrive pas à le faire, la réalité. Mais en tout cas, on y travaille. C'est marrant de dire on y travaille. C'est de passer, pendant la période hivernale, de faire au moins une journée par semaine en montagne. D'accord. Pour être sûr de réussir à le faire cette année. Et même de l'étirer idéalement sur la période estivale, printemps. On s'est inscrit à une course en équipe avec mon associé, qui est la PTL, je ne sais pas si tu connais. Ouais, j'ai vu ça sur... Ouais, t'as vu ça. Et donc, ça nous impose à nous préparer physiquement pour cette épreuve. Donc c'est cool parce que du coup, on est obligé de passer du temps en montagne tous les deux. Et du coup, ça nous permet de... Parce que je passe énormément de temps avec mon associé. Je suis plus souvent avec lui qu'avec ma femme quand même. Si elle n'est pas jalouse, ça va. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on parle boulot tout le temps, tu vois. Et à la base, mon associé, c'est un ami, c'est un compagnon de cordée, tu vois. On s'est fait ensemble à la montagne. Qui était issu d'ici, lui ou qui il est grenoblois, lui. Okay. Ouais, tout à fait, de Bernin, ouais. Et du coup, ce challenge, ce défi qu'on s'est mis, ça nous impose aussi à passer du temps entre potes, tu vois, et ça c'est cool. Dans l'équilibre du projet, c'est trop bien de pouvoir faire ça après 15 ans, de pouvoir continuer à faire ça, c'est trop cool. Mais c'est top parce que effectivement, là, moi j'en discutais pas mal. Je rebondis sur ce que tu dis. Du temps. Moi, je me suis séparé il y a 6 ans. Le jour où je me suis séparé, j'ai dit j'ai mes enfants une semaine sur deux, le mercredi après-midi, je bosserai pas. Et ça fait 6 ans que je m'y tiens. C'est pas je bosse pas du tout. C'est que je suis chez moi. Si je dois faire. Et encore, j'essaye qu'il y ait un minimum de réunions, de trucs. Mais en fait, gagner du temps déjà pour ses enfants, c'est un mercredi sur deux. Alors, ça n'empêche pas. Quand ils étaient plus jeunes et à 20h, j'allais les coucher et là, je rebossais comme un malade. Tout à fait. Maintenant, j'arrive parce que mon fils est parti à Lille dans une école de commerce. Donc, du coup, lui, la semaine, il n'est pas là. Enfin, la semaine et plus que la semaine. Mais ma fille, maintenant, j'arrive à bosser quand elle bosse. C'est-à-dire que elle va faire ses devoirs. Et au moment où elle fait ses devoirs, paf, j'en profite. Maintenant, il y a le bac qui révise. Donc, je suis bien occupé. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose où... moi, j'ai toujours fait du sport. Depuis que je suis tout petit, je faisais du sport de haut niveau en athlétisme. J'ai toujours couru. Et quand je suis arrivé ici, chez Cicadom, j'étais un des seuls à courir. Et maintenant...
toute l'équipe court. Et en fait, on a du temps où l'équipe va courir ensemble, ou le midi. Hier midi, on était 4 à courir, on est parti à 4 à courir ensemble. En fait, je trouve que c'est hyper important en fait, d'avoir des temps qui sont des temps hors de... moi, je cours avec Hugo, qui est un des infirmiers ici. C'est vraiment celui avec qui on court le plus souvent ensemble. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que... Alors, on parle de plein de choses, mais souvent, on arrive à parler de boulot. Et lui, il va écouter le podcast, il va être mort de rire. C'est un jeune. Il n'a pas 30 ans, machin. Et ce qui est plutôt marrant, c'est que c'est des moments faciles pour donner des conseils. Ce que m'expliquait David dans le podcast, c'est que lui aussi, en fait, il arrive à faire cette différence entre la famille et le boulot. Et je pense que c'est hyper important, en fait. Ouais, carrément. Et c'est hyper riche de pouvoir passer des moments comme ça, en dehors du boulot, en dehors du cadre professionnel. C'est ça. C'est parce trop que bien. Ça permet de... Parce que tu penses que toi, aujourd'hui, on travaille trop ? Alors, je pense qu'il y a des gens qui travaillent trop, en tout cas, surtout qui n'ont pas assez d'équilibre. Tu vois, c'est plutôt ça. Parce que si tu passes ton temps si tu passes peu de temps au travail, mais que tu passes énormément de temps chez toi, potentiellement, je dis pas que c'est pas important de le faire, tu vois, mais à gérer les enfants, ou en fait, c'est important dans ton agenda, quel que soit ton job, tu vois, d'avoir des temps pour toi. Et après, le temps pour toi, il peut être pour faire une activité sportive ou autre chose. Chacun kiffe son truc. Mais en fait, c'est important de le mettre dans l'agenda. Et tu te rends compte en discutant avec les gens qu'il y a assez peu de gens qui le font. Ils disent « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais je manque de temps. » En fait, si tu le mets pas dans l'agenda, tu n'auras jamais le temps. Tu vois, c'est une question de priorité, en fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est trop facile de se laisser déborder par des activités qui en sont pas. Tu vois, si je prends l'exemple des réseaux sociaux, je ne suis pas un très bon exemple. Moi, j'ai tout viré de mon téléphone. Je garde que LinkedIn parce que ça me permet d'avoir un truc un peu professionnel. Mais si tu veux, je trouvais que je perdais beaucoup trop de temps avec ça. Et en fait, je faisais le constat avec une copine il y a quelques mois qui me disait « Ah, mais moi, j'aimerais bien faire plus de sport, mais j'ai pas le temps. » Et je sais qu'elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je dis « Montre-moi dans ton téléphone, regarde le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. » Et genre, elle passait, je sais plus, mais c'était peut-être 15 heures par semaine. Je dis « Mais tu te rends compte 15 heures. Alors, ok, tu as du temps de sommeil, tu as du temps de machin et tout. Mais si tu divises par 2, 7 heures par semaine, 1 heure par jour que tu peux passer à faire du sport au lieu de le passer sur les réseaux sociaux. Tu vois, rien qu'un constat. Et ça, je suis... Et ouais, et ça t'empêche pas. Moi, quand je fais du sport, tu vois, j'écoute des podcasts ou j'écoute de la radio systématiquement. Donc, ça t'empêche pas que ce soit quand même du temps. Moi, c'est un temps qui est propice aussi à la réflexion. Tu vois, souvent, je pars dans mes idées, je développe, et puis après, je reviens au bureau où ok, là, en fait, il faut qu'on fasse comme ça. J'ai pensé à ça, on pourrait essayer et tout. Et tu vois, ça m'aide vachement. Et si tu prends pas ces moments de recul là, et ben en fait, ça fonctionne pas. Tu vois, enfin, moi, j'estime que tu as besoin de mûrir en fait. En tout cas, moi je fonctionne comme ça. Tu as besoin de mûrir les idées. Tu peux pas être à 100% tout le temps. Tu as forcément des moments, si tu veux être à 130, il faut être à 80 de temps en temps. Et puis tu as des sports, je pense, qui te permettent de faire ça. Tu peux parler de ski de rando. Moi, quand je fais du ski de rando, alors hormis quand j'arrive en haut et que je regarde, mais généralement dans la montée, en fait, je laisse divaguer. Complètement. Pareil, moi je cours. Et quand je cours, si je suis tout seul, moi, contrairement à toi, j'écoute rien. C'est-à-dire qu'en fait... j'aime écouter mes pas et en fait, j'aime penser. Et à ces moments-là, en fait, c'est là où je commence à réfléchir. Tourne ma pelouse. Ouais. J'allais dire marcher aussi. La rando pour ça. Et en fait, t'as qu'à penser. En fait, tu penses. C'est méditatif. Et ça, c'est vrai que je trouve ça. Et est-ce que tu penses que aujourd'hui, les gens, ils ont plus en fait cette envie de van life? Est-ce que justement tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qui est plutôt marrant, parce que du coup, pour en revenir aux réseaux sociaux, c'est pas toi qui gères tes réseaux sociaux, t'as un truc spécial qui les gère. Ouais, on a une. Donc du coup, tu vois même pas ce qu'ils postent. Oui, ils font valider. Je vois pas ce qu'ils postent et on me le reproche. Effectivement. Non, parfois ils me font valider les créas avant quand c'est des sujets, des nouveaux sujets, tu vois, des trucs qu'on essaie et tout. Où là, on en discute et ils me font valider les créas. Mais non, ils sont quand même autonomes. Le service market, ils sont autonomes là-dessus. Ils connaissent la ligne directrice. On en parle en amont de la saison, tu vois, sur les gros thèmes qu'on va aborder. Et puis on en parle de toute façon régulièrement en réunion, mais non, pour autant c'est pas du tout moi qui gère ça, effectivement. Super signe de confiance, je trouve ça mais extraordinaire. Le truc qui donne l'image de ta boîte, tu dis je m'en fous, gérez-le. Pas je m'en fous. Non, c'est pas je m'en fous. Je vous fais suffisamment confiance pour que vous le gérez vous-même. Ouais, c'est ça. Après, non, c'est pas je m'en fous, c'est plutôt
on a donné la guideline. Ils connaissent, on a beaucoup travaillé sur la plateforme de marque, tu vois. Donc, ils savent quelles sont les limites, les sujets qu'on doit aborder, de quoi on va parler. Tu vois, là, par exemple, on leur a demandé le challenge sportif qu'on s'est mis sur la PTL avec Sylvain cette année, on leur a demandé d'en parler parce que on estime avec Sylvain que ça reflète les valeurs de la marque et pour nous, c'est important, tu vois, d'en parler aussi parce que déjà, pour l'entraînement, on utilise les véhicules, tu vois, donc ça fait du sens. En plus, on travaille avec certains de nos athlètes sur notre préparation, sur l'entraînement. Donc ça aussi, c'est cool. Est-ce que vous avez qui comme athlète? Que là, tu as cité François Daen. Voilà, notamment François Daen. Après, on travaille avec Victor Delru en snowboard, en snowboard freeride, avec JB Chandelier sur le parapente. On a Pauline Ado en surf. Donc voilà, si tu veux, on a essayé de faire un petit peu le tour des sports. On a aussi beaucoup de projets, beaucoup de gens qu'on accompagne ponctuellement, tu vois, sur une saison en fonction de leurs besoins et puis en fonction des opportunités, tu vois, qui se créent aussi. Notamment, on a pu travailler comme ça avec Benjamin Médrine ou Mathis Dumas, tu vois. Donc, beaucoup de gens en montagne. Mais après aussi sur d'autres projets, des gens qui font du roller, des gens qui font des trip surf, des gens, il y a vraiment eu du skate. On a accompagné beaucoup de vélos aussi. Donc, vélo cyclisme sur route ou pas route, non, VTT. Ouais, okay. C'est vrai qu'en route, on a pour l'instant jamais eu de projet qu'on a eu envie d'accompagner, mais c'est vrai que c'est assez facile en plus pour nous, tu vois, parce qu'on met à disposition le véhicule. Et du coup, il y a des portes vélo sur les véhicules? Ouais, bien sûr. Okay. Ouais, carrément. Ouais. Et donc voilà, c'est un levier qu'on aime bien activer. Puis en plus, ça permet de rencontrer des gens, donc c'est cool. Le système de recharge 220 pour pouvoir recharger les vélos électriques? Je pense que tu peux faire une recharge sur les batteries auxiliaires, mais sinon il faut quand même plutôt viser camping. Tu es quand même limité en l'énergie, tu sais, c'est comme à la maison, c'est sacré. Surtout au véhicule. Du coup, pour revenir à ma question tout à l'heure, où aujourd'hui en fait, moi j'habite sur le plateau du Vercors, des vannes Black Sheep, on en voit tous les jours. Beau terrain de jeu, faut dire. Oui, et puis alors où que tu sois, l'hiver, je me souviens pas en avoir vu, mais quand je fais du VTT, c'est vrai qu'on en croise quand même régulièrement. Aujourd'hui, et ce qui est marrant, c'est que les derniers que j'ai vus, je m'attendais pas du tout. L'image que j'en avais, c'était parce que l'image que j'en ai, c'est les réseaux sociaux, les choses comme ça de votre marque. Là, c'était un couple de soixantenaires, papy-mamie, qui avait loué un van et j'ai regardé le van et j'étais avec des potes en VTT et je regarde et je dis c'est vraiment pas les gens que j'imaginais. Et tu vois. Et c'est ça en fait, c'est que aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus de gens qui ouvrent, qui ont envie, que ça fait rêver en fait? Ouais, en fait, c'est ce besoin de reconnexion à la nature, il est naturel en fait. Tu vois, vraiment tout le monde là, en particulier au printemps, les gens ils veulent être dehors, ils veulent profiter de l'extérieur. Et en fait, le van pour ça, c'est vraiment, ou le camping-car, si tu veux, c'est vraiment l'outil. Alors, le camping-car, c'est un peu plus contraignant, mais c'est vraiment l'outil qui te permet d'être vraiment en connexion avec la nature. Et en fait, ça, il n'y a pas de il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de stéréotype pour ça, tu vois. C'est, tout le monde a besoin de ça. Donc moi, j'encourage plutôt tout le monde à le faire. Si c'est avec moi, tant mieux. Si c'est avec une tante qui loue chez Decathlon pour essayer un week-end, c'est très bien. Mais faites-le, quoi. Tu vois, moi, j'admire les mecs qui partent avec leur sac à dos en marchant et puis qui traversent la France ou l'Europe ou en vélo. Tu vois, je trouve ça trop cool. En vrai, c'est des super vacances. On parlait de la marche ou de la course à pied qui sont méditatifs. Tu vois, partir plusieurs jours comme ça, c'est une super expérience. Et que tu le fasses seul ou accompagné ou carrément en famille, en fait, il n'y a pas d'âge pour le faire. Nous, effectivement, notre typologie de clients, ce qu'on a le plus, tu vois, je te disais, c'est 50%, c'est des familles avec des enfants qui vont avoir entre 5 et 15 ans, parce qu'après 15 ans, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Les enfants, ils veulent un autre type, ils ont besoin un peu de leur intimité et tout, et tu l'as moins dans cette catégorie de véhicules, dans ce type de vacances. Mais pour autant, après, tu as 25%, c'est plutôt des jeunes, couples, sans enfants, un peu des potes, mais en vrai pas tant, tu vois, de l'imaginaire que tu as en fait, t'en as, mais c'est pas le gros de nos clients. Et après c'est plutôt des retraités avec éventuellement les petits enfants.
tu vois, qui partent sur la période de vacances scolaires parce qu'ils ont eu un camping-car avant ou parce qu'ils ont beaucoup fait de camping et qu'en fait, ils ont envie de faire de la rando et qu'en fait, c'est super parce que tu vas sur ton point de départ et tu démarres ta rando devant ta porte. Donc ça, c'est trop bien. Et quand tu habites en ville, bah, cette qualité de vie, tu ne l'as pas. Toi, tu habites sur le plateau du Vercors, donc tu ouvres ta porte, tu pars te promener en montagne. Mais c'est sûr. Et donc, tu vois, en soi, tu n'as pas vraiment besoin de van. Mais quand tu habites à Lyon ou à Paris, ben, les vacances en van, en fait, c'est comme si tu habitais sur le plateau du Vercors pendant Bah si, en pendant fait, une j'ai semaine. besoin d'un van parce qu'en fait, Mais je suis d'accord, tu as tout est besoin loin. d'un van. Oui, non, mais j'en suis convaincu. Non, mais j'en suis convaincu. Et en fait, l'idée d'en acheter un et de vous le louer, ça, je trouve que c'est une super idée. Il y a une agence à Grenoble. Il y a une agence à Grenoble, Tu absolument. vois, comme ça, Ouais. j'avais pas besoin d'aller le mettre loin. J'en ai besoin parce que le plateau du Vercors, c'est loin. Et qu'en fait, tu descends du plateau du Vercors, tu as déjà perdu 45 minutes. Et qu'en fait, quand Et que t'as envie de j'aille ouais. hors dehors du plateau du Vercors, c'est loin. Et que tu as envie de découvrir autre chose. Ouais. Tu vois. Je veux aller dans l'Oisan, j'ai 2 heures de route. Et ouais. Que c'est cool d'aller faire une rando, mais il y a des trucs où je fais du canyon, je fais de l'alpi, et tu sais que tu en as pour Et ouais. 4 heures de marche avant d'aller dans le truc. Bah, en fait, tu sais que tu as intérêt d'y être à 6 heures, et plateau de Vercors, tu te lèves à 4 heures. Et à la journée, c'est chantier. Bah, c'est ça. Et Ouais. en fait, à la fin de la journée, tu sais que tu vas être rincé parce que Il faut tes taper potes la que route. t'as amené faire du ski de rando dans les Hautes-Alpes, message à ceux qui étaient avec moi et qui s'endorment dans la voiture et que toi t'es comme un gros connard à 21h en train de conduire avec tout le monde ronfle dans la voiture. Et ben en fait, tu te dis super les gars, moi j'ai 3 heures de route encore. Et ouais, c'est ça. Alors t'as le van, voilà, t'as le van, tu prévois de partir 2 jours et puis tu dors sur place avant ou après. Et puis ça, tu peux le faire spontanément en fonction des conditions météo. Tu vois, tu dis, ok, bah là c'est bon, c'est pour shooter. C'est bon les gars, vous êtes dispo, on part bien sur ce créneau-là. 3 jours avant, tu vois, et c'est acté. Et t'es pas en train de dire, ok, on va réserver. Alors qu'est-ce qu'ils regardent sur Airbnb ou sur un hôtel, un truc, ok, c'est bon, j'ai booké, ça va pour tout le monde le budget, ok, on part là-dessus, on réserve. Alors, faudrait arriver à telle heure, faudrait être parti. Et puis, l'hôtel, il faut payer la bouffe, machin. Tandis que là, en fait, c'est vrai que le van, c'est. Bah ouais. Je suis en train de te faire de la pub là. Attends, mais non, mais parce que en fait, c'est. Tu vois, les gens qui viennent chercher, c'est ça, c'est la simplicité de l'usage, tu vois. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas vraiment de. Le produit, une fois que tu as compris à quoi il servait, c'est dommage à minima essayer, quoi, tu vois. C'est dommage de pas le faire, quoi. Est-ce que tu vas rajouter des choses? Écoute, on a balayé un peu tous les sujets. Donc après, moi, dans ma vie d'entrepreneur, moi, ce que je remarque, tu vois, c'est que quand je bossais, quelques années après, quand j'ai monté ma boîte, j'ai trouvé que je manquais de temps. Et je me disais, mais il y a 5-6 ans, je rentrais du boulot le soir. Une fois que j'avais fait mon tour de VTT, mon truc, j'étais chez moi tout seul et j'avais du temps libre et que j'exploitais pas. Et j'étais tellement frustré d'avoir moins de temps après, tu vois, alors que j'en avais beaucoup, que j'avais mal exploité. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression que je fonctionne par tranche comme ça. Et tu vois, je me dis, ah, mais il y a quelques années, j'avais besoin de ça. Pourquoi j'ai pas réagi? Pourquoi j'ai pas, tu vois? Et j'ai l'impression que la maturité, elle met beaucoup de temps à venir chez moi, tu sais, sur les projets professionnels. Ouais, c'est pas chez toi, c'est chez tout le monde. Mais ouais, mais moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Tu vois, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'ai pas eu cette philosophie-là il y a quelques années? Et bon, c'est rigolo. Mais en tout cas, notre vie d'entrepreneur, au début, tu as la création, tu vois, donc tu es hyper excité, tu débordes d'énergie et c'est hyper riche quand tu montes ta boîte. C'est génial parce que tu fonces, tu essayes plein de trucs et c'est trop cool. Et surtout quand ça marche, c'est vraiment hyper plaisant. Après, tu as toute une période un peu de structuration où là, du coup, tu gères la croissance vachement moins cool. Un peu comme tu peux. C'est très différent. C'est très différent, tu vois, entre le début où tu fais tous les jobs et aujourd'hui où ton job, tu as beaucoup plus d'administratif, beaucoup moins d'opérationnel. Alors après, c'est pas plus mal parce que tu vois, tu fais d'autres métiers. Mais c'est vrai que notre boulot du projet initial de on va louer des vannes à des potes et je vais gérer des licenciés, je vais gérer des relations bancaires, je vais gérer une crise de l'automobile, je vais gérer des salariés. Tu vois, forcément, ton métier, il a énormément évolué et ça, c'est ce qui est hyper plaisant dans l'entrepreneuriat. Mais pour autant,
y a deux choses que je trouve dommages. C'est que déjà, on n'est pas du tout... Enfin, on est très peu, en tout cas, accompagné sur l'entrepreneuriat. Même dans les études, tu vois, tu es assez peu encouragé à ça. Il n'y a pas d'études qui... Ouais, ça commence à arriver maintenant. Ça commence à arriver, mais quand bien même, le deuxième point, et les deux sont liés, c'est que tu n'as pas le droit de te gaufrer en France. C'est ça. Tu vois, et ça, je pense que ça met une pression de dingue à tous ceux qui ont envie d'entreprendre. T'as pas le droit, mais tu peux le faire. Ouais, mais socialement... Mais c'est socialement. Parce qu'au final, en fait, moi, j'ai une liquidation judiciaire sur une de mes boîtes. Bah, en fait, merci, au revoir, je passe au tribunal. Ouais, je pense que moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a certains mecs qui vont être dans la merde parce que moi aussi, j'ai fait ça. Mais effectivement, c'est quand tu dis j'ai fait une liquidation judiciaire, j'ai fait faillite, c'est la honte. Mais en fait, dans d'autres pays, c'est normal. En fait, si tu n'as pas fait de faillite, c'est que tu n'as pas pris de risque. C'est ça. Et que c'est compliqué. Et que tu n'as pas fait décoller de fusée tant que tu n'en as pas craché une. Hein. Et grossir. Grossir, en fait, une boîte, c'est super dur. Moi, je fais souvent un rapprochement. Il y a un proverbe qui dit petit enfant, petit problème. Et moi, je dis toujours petite boîte, petit problème. Grande boîte, gros problème. C'est clair. Et ça, c'est la même chose avec les enfants, en fait. Et tu te dis, les gens qui vont... J'ai arrêté de bien dormir le jour où j'ai ouvert ma boîte. Et c'était le jour où j'ai mon premier salarié, où je savais qu'à la fin du mois, il fallait que j'aille le payer, que j'avais des salaires à sortir. Là, tu fais waouh. Et ça, je pense que les gens qui n'ont pas de boîte, ils s'en rendent pas compte. Non, c'est sûr. Et effectivement, le social, quoi, t'as fait faillite? Bah ouais, parce que j'ai essayé. Mais c'est vrai que les gens, ils sont pas prêts à ça, en fait. Et tu vois, il y a qu'à voir ce que tu vois sur les réseaux sociaux. C'est, si tu regardes, 99% des posts, tout va bien. La réalité, c'est que là, économiquement, la France va pas bien, tu vois. Oui. Et donc moi, quand je regarde LinkedIn et après tu regardes les infos, tu fais mais en fait, c'est deux mondes parallèles, quoi. Tu vois. Et moi, je suis pas hyper d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Si on veut te contacter, si on veut réserver sur Black Sheep, comment on fait? Comment on veut te suivre? J'ai envie de voir tous vos trucs. Alors, si on veut réserver sur Black Sheep, c'est sur le site blacksheep-van.com où là, il y a tout. Et il y a y compris les liens qui permettent d'aller sur le site retail pour la vente de véhicules. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra tous les liens dans le podcast et on les mettra même affichés ici pour que les gens puissent les voir. Super. Et pareil, pour la gestion locative aussi. Tous les liens sont et sur le site retail et sur le site de la location. Donc pour découvrir ce nouveau service qui n'existe pas en France, qu'on met en place. Là, on est les premiers à le faire et j'espère que d'autres suivront pour vraiment amorcer la pompe parce qu'il y a un énorme potentiel. Et après, moi, pour me contacter, c'est via LinkedIn. C'est vraiment le plus simple. Édouard Amouroux de Black Sheep, tout simplement. En fait, OK. Ouais, facile. Et vous avez un Instagram, un Facebook? Ouais, bien sûr. Alors après, t'as le Black Sheep, t'as l'Instagram, le Facebook, tous les réseaux sociaux habituels que tu peux trouver pour les marques. Ouais, carrément. Dernière question. Pourquoi Black Sheep? Alors Black Sheep, c'est le mouton noir en anglais. En fait, c'est mon beau-frère qui est artiste. Et quand je discutais avec lui, je voulais qu'il m'aide pour créer le logo. Et du coup, je discute avec lui et je lui dis, tu sais, nous, ce qu'on aime bien, c'est le côté pirate, c'est le côté je fais pas comme tout le monde, je vis ma propre aventure, je veux sortir des sentiers battus, le côté vilain petit canard, tu vois. Ce qu'on appelle le Black Sheep en anglais, c'est l'équivalent du vilain petit canard en français. Et puis il me dit mais attends, mais Black Sheep, mais ça c'est très bien ça, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais ouais, attends, je vais te faire un logo. Et voilà, c'est parti de là. Donc Black Sheep, c'est des vacances différentes, pas comme tout le monde. Je sors du troupeau, je fais différemment les vacances. Et en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Plaisir. J'ai bien aimé le truc parce que la Vine Life me parle et que c'est quelque chose que j'aime bien. Bah oui, t'auras bientôt un van. Ouais, probablement, il faut que je discute, mais ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez qu'on puisse continuer à avoir des invités de ce type-là, n'hésitez pas à vous abonner, vous mettez un petit commentaire et vous partagez si ça vous a plu pour qu'il y en a d'autres qui puissent en profiter. Merci à tous et à bientôt pour de nouvel épisode.